MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gâches-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Cannes Football Club. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, un podcast du Cannes Football Club. Avec vous, comme d'habitude, en ce dimanche 26 août, date d'enregistrement Sofiane avec vous. Et comme d'habitude, mon compère Nilton George. Salut Nilton. Hola Sofiane, comment ça va? Ça va très bien, le joie du foot média. Le João Monteiro du foot média, donc Nilton. Il arrêtait pas. João Monteiro, il aurait été utile, hein? Bah samedi. oui. Oh, très utile. Mais il s'amuse bien avec toute l'armada, toute la colonie de vacances portugaise à Wolverhampton. Donc, merci d'être avec nous. Si vous écoutez, vous êtes abonné au réseau podcast soccer le plus complet du pays, Cannes Football Club Plus, avec le signe plus. Trouvez-nous avec ces mots-clés dans votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, SoundCloud, comme vous voulez, Cannes Football Club Plus pour nous trouver. Merci encore à notre partenaire La Force du Malte pour être notre sponsor et notre partenaire chéri pour cette saison. Donc merci encore d'être avec nous. C'est La Force du Malte sur Internet ou sinon Facebook, Twitter, La Force du Malte pour voir leurs différents produits de bière, de microbrasserie. Nilton, on est là pour quoi? On est là pour parler du derby. Il faut pas dire derby. Pour certains gens. On peut rien dire dans ce match-là. On peut rien dire. Derby c'est bon ou c'est trop latino? Non, on va dire le classico canadien. Hein, c'est correct. C'est assez ethnique, c'est assez canadien. Mais bon, on va dire le derby entre guillemets là, même si c'est pas un derby. À la limite, on pourrait dire tout simplement la fameuse défaite à Toronto. Hein? Voilà, une énième défaite à Toronto. Donc c'est ça, l'Impact a perdu 3-1 contre le Toronto FC au BMO Field pour un match comptant pour la Ligue MLS. Donc l'Impact perd, on va retourner sur ce match évidemment, parler un peu du match évidemment, passer au crible le match et l'actualité de l'Impact et les débats autour de l'Impact et la Ligue à travers vos questions que Nilton a fait compiler via son excellent tweet. Encore une fois, quand je tweet 2 questions, quand il tweet 15 questions. Je dis ça comme ça. Ouais, attends, des fois c'est pas juste des questions, des fois c'est des remarques et je provoque des tweets positifs ou négatifs, j'en provoque. Une remarque est un début de débat. Donc c'est une question ou un débat, c'est la même chose. Je me sens comme le Saphir Tider du foot média. Je suis un peu hors position. Non, surtout sous-estimé, critiqué pour rien. Non, t'es bien. Voilà, comme Saphir Tider. T'es excellent dans ce que tu fais. Exactement. Et voilà. Donc voilà, mais on va parler tout de suite du match. L'Impact perdu 3-1, 2 buts de Giovinco et ensuite de Jonathan Osorio et le but du 1-1 Alessandro Silva. Les buts ont été marqués entre la 7e et la 30e, donc c'était une première demi-heure excitante en termes de but et d'action. Mais c'est l'Impact qui était déjà en naufrage dès la première mi-temps. Le match a l'air d'être fini. Il a eu des chances de marquer en deuxième mi-temps aussi du côté de l'Impact, mais ça n'a pas marché. Du côté on va passer rapidement par les éléments partants pour donner un contexte au match. L'Impact 4-3-3, Bush, Lovitz, Camacho, Fanny Sagna, Azira, Piet, Kroliki et devant Taider, ailier milieu gauche si vous voulez, Piatti, Silva. Donc Américois était resté sur le banc aussi, ainsi que Mancuso et Jason Vargas, les deux seuls
attaquant, même si Amarikwa est mis comme milieu de terrain. Du côté de Toronto, c'est le 4-4-2 losange ou diamant. Bono, Vanderbilt, Zavaleta, Moreau, gardien et défense. Bradley devant la défense. Odoro Delgado, Vasquez pour compléter le diamant. Giovinco, Janssen, excusez-moi, pardon, désolé. Et Giovinco et Janssen en attaque. Altidore est encore suspendu pour un carton rouge. Donc, voilà, l'Impact a perdu. On va commencer par les évaluations Saputudor, Tropoutine, Gillard d'Infoin, parce que Romain Slipépic de participer via ses hashtags sur Twitter, c'est très important. Pour nous, c'est marrant, on aime partager ça avec vous. Donc on va commencer par le Saputudor. Nilton, si tu veux commencer. Ouf. Ou je peux commencer comme tu veux. Ouais, le Saputudor est vraiment pas facile dans ce match-là. À la limite, celui qui a mieux paru, il a seulement joué 30 minutes à peu près à Amarikwa. Il a mieux paru dans son intensité, peut-être pas nécessairement par son efficacité, mais au moins c'est un début de quelque chose. Mais bon, c'est difficile. Hein? Taider a quand même eu un bon match, malgré ce que j'ai lu. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il était hors position. C'est pas lui qui a eu l'air le plus fou sur le terrain. Là. Quand il est revenu à sa position naturelle, on a vu qu'il était utile. Mais il a fait des erreurs, Taider, quand même. C'est pas. On va pas ressembler, ça n'existe pas, mais. Moi aussi, j'ai trouvé un peu la réaction anti-Taider un peu partout, que ce soit fans, médias, dépendant qui. Là, je mets pas tout dans le même sac, mais le petit sample, le petit échantillon que j'ai vu, je me dis bon, ça recommence et je vais ressortir les stats de notre ami Bernardello pour qu'on se rappelle bien. C'est quoi c'est difficile de trouver le vrai Saputudor dans ce match-là. À la limite, c'est celui qui est sorti parce que c'est lui qui a été le plus dangereux offensivement. T'sais, Silva, il y a le but, il y a le poteau sur le coup franc, c'est lui qui fait l'action où il y a finalement le but refusé sur hors-jeu. Il a été très, très dangereux. C'est le seul qui provoquait offensivement, oui, on a dit qu'on l'a sorti parce qu'il perdait des duels, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les buts qu'on a encaissés, c'est pas de sa faute. Puis les occasions qu'on a créées, c'était grâce à lui. Donc, sa sortie m'a un peu choqué. J'ai l'impression que ça va être un point de débat après les évaluations. Je garde des notes pour parler de Silva parce que c'est intéressant ce qui se passe entre lui et Garde, du moins de ce qu'on ne sait pas. Je trouve ça intéressant. Moi, de mon Saputudor, je vais le donner à Silva aussi, juste par rapport à son but. Le match était assez mauvais pour le club en entier, mais Silva, je trouve que juste sa frappe était magnifique. Presque aussi belle que la passe décisive de Safer Taider, mais presque. Chapeau à Alejandro Silva, qui marque enfin un but. Je pense que c'est son premier but sur une action depuis son penalty marqué. Je pense que oui. En tout cas, c'est son premier beau but. On va dire ça comme ça. Pourquoi t'es méchant comme ça? Ouais, mais c'est parce que c'est quand t'es catalogué méchant, il faut que tu gardes un Exactement. peu. Oui, c'est son deuxième but. Son premier, c'était contre Kansas City et c'était un penalty, si je ne me trompe pas. Donc, du côté du Tropoutine, on a l'embarras du choix. Ah bon, il y a du... On peut même aller au-delà. On peut même enfreindre règle du Tropoutine. On incluant le coach, si on veut. Comme je vois sur Twitter, le coach a été assez trop poutinisé durant cette soirée-là. Oh oui, le coach peut avoir plusieurs catégories. Il y a aussi le gelard d'un foin, ainsi de suite. Mais pour rester dans le trou de Poutine, je vais aller un petit peu dans le champ, là, un peu à côté de l'obvious, c'est-à-dire Piatti. Moi, Sagna m'a beaucoup déçu dans ce match-là. Les deux premiers buts, c'est... Ouais. Il y a au moins 50% de la responsabilité dans les deux premiers buts. Il est un peu nonchalant quand il se fait chipper le ballon là, trop rapidement. Puis au deuxième but, il voit que Fanny est proche de Giovinco. Puis finalement, il trottine. Et s'il avait été un peu plus alerte, jamais Giovinco aurait eu tout ce temps-là pour faire toute l'action. Quand c'est Piet qui est obligé de compenser pour ces deux vétérans, il y a un problème. Puis offensivement, il a rien fait. Ça n'a pas été un match facile pour lui. Hein? Non, moi, quand je le voyais aller, là, surtout dans la première demi-heure, je me disais une chance que son nom, c'est pas Duval ou Petrasso parce qu'il se ferait ramasser sur Twitter. Mais non, il a été pas mal épargné par les commentaires. Non, c'est vrai. Puis je vais retweeter aujourd'hui la photo de Sid qui a mis sur comment Giovinco a marqué son deuxième but. On voit qu'il est sur le côté gauche avec Fanny et Sagna, puis il se retrouve 3 secondes plus tard en train de marquer le but. Donc on se dit il y a un problème. Puis
Clairement, Sagna a une faute dessus, puis je donnerai à Sagna aussi de mon côté. Si je peux donner aussi aux chances ratées de Taider, je le mettrai aussi, mais s'il y a un joueur à prendre, Sagna le mérite un peu, parce que voilà, Piatti, l'évident aussi. Vous avez l'embarras du choix, mais c'est Sagna sur les deux buts. Il était très mauvais dans ses prises de décision, Piatti. Puis à chaque fois, c'est la même chose, là. Dès qu'il y a un bon match, c'est parce qu'il est capable de réussir ses dribbles. S'il y a une mauvaise journée au niveau de ses dribbles, là, encore là, c'est 0 là, dans ce match-là. S'il réussit aucun dribble, c'est fini. Là. Il sert plus à rien parce que c'est un joueur qui provoque du 1 contre 1. C'est pas un joueur collectif. Oui, il va faire des passes, là. C'est pas unidimensionnel son truc, mais essentiellement, c'est un joueur qui provoque 1 contre 1. Il a été mis dans une situation qu'on connaît tous, là, avançante pour lui. C'est pas l'aider. Mais dans une situation dramatique. Là, puis, honnêtement, là, sur Piatti, là, c'est pas la première fois qu'on en parle, puis on fait semblant que tout est rose, il marque des buts, tout va bien. Mais ce qui est vraiment dérangeant par rapport à son utilisation, et je pense qu'on a parlé de John Hilton, puis on a parlé aussi avec Reg il y a 2-3 ans, de Lopomadano, tout le monde, c'est qu'il y a un grand gâchis par rapport à comment il est utilisé, Piatti. Parce que il est mis dans une position où il doit tout faire. On parle quand même de 9 buts en 2015, 17 deux fois 2016-2017, et là il a 12. Donc c'est déjà pas mal. Pour un milieu de terrain ailier, faire 12-15 buts, c'est excellent. Il est dans le top 5 ou top 8 de la ligue en termes de buteurs, puis c'est pas un attaquant pointe. Et c'est un gâchis parce que dès qu'on le met devant, on sait que c'est pas nécessairement son point fort, et surtout contre une équipe aussi organisée que Toronto. Mais je vais arrêter là. Je pense que c'est une question qu'on nous a demandé, mais vas-y, finis. Non, mais et aussi parce que nous, de notre côté, on n'est pas une équipe qui est organisée offensivement, ce qui fait en sorte que plus souvent qu'autrement, les ballons que Piatti va avoir en tant qu'avançante, c'est des ballons un peu lancés n'importe comment, dans les hauteurs, tout ça, et Piatti est incapable. C'est quelqu'un qui aime recevoir ballon au pied puis qui est capable de attaquer son défenseur. Et comme avançante, dans cette équipe-là, en tout cas, il sera jamais capable de faire ça. Tu sais, oui, Piatti, là, s'il pouvait jouer avec Barcelone, ça serait parfait parce que lui, il serait là en temps, il est toujours en train de jouer leur jeu, il reçoit le ballon, il vient. Mais là, c'est pas ça qui se passe. À chaque fois que l'Impact de Montréal gagne le ballon, la construction se fait difficilement, on balance vers lui, puis ça vaut même pas la peine de se battre pour lui, là, ce ballon-là, c'est ça qui va se perdre. Oui. Et surtout contre Toronto, qui est beaucoup plus organisé, ils ont le désespoir de gagner ce match-là à la maison pour continuer la course aux séries. Donc, voilà, que du moment que t'as une équipe qui est organisée contre Toronto, même s'ils ont une saison dégueulasse, ils sont restés quand même calmes. Et puis, je trouve que Piatti aura du mal dans ces situations-là. Si c'était contre un Toronto si c'était contre DC United, il y a peut-être 3 semaines, si c'était contre, je vais prendre, New York City FC, par exemple. Tu vois, qui aurait été confiant, mais qui aurait peut-être pas pris en compte Piatti comme attaquant pointe. Ils auraient trouvé une façon, l'Impact, de faire jouer Piatti vers l'avant et de laisser libre et faire ce qu'il veut. Alors qu'au Toronto, ils savent exactement ce qui va arriver. Ils ont mis une défense à 4 et non pas à 3. Bon, ils avaient des blessures. Je pense que Mamiga était encore blessé. Mais ça ne change pas le fait que, ils ont quand même fait ce choix. Ils ont quand même fait ce choix et ils se sont dit, on va s'assurer que Piatti, il muselait. Puis ils ont muselé Piatti. Genre, problem solved. Osorio, Vanderbilt, ils ont fait leur travail. Et même en termes de possession de balle, au niveau des statistiques, on a l'impression que c'était un 3 partout quand on voit les stats du match. Je vous invite d'aller les consulter vous-même sur mlsoccer.com. Un peu plus de passes côté Toronto, mais au niveau de la possession, c'est quasiment kiff-kiff, là. Toronto a gagné plus de duels, ça se voit, mais l'Impact a eu 10 corners, Toronto en a juste 1. Parce qu'ils ont marqué rapidement, puis ils sont pas obligés de jouer le jeu à la maison, puis ils voulaient garder ça tranquille. Et pour revenir à Piatti, c'est ça, c'est genre, il faut gérer vos attentes. Moi, je sais pas, c'est comme Taider, genre, le gars, il joue ailier gauche ou numéro 10. Ok, c'est bien, mais c'est pas son rôle. Attendez-vous qu'il soit pas parfait dans les deux cas, là, exact. C'est ça, c'est quoi vos attentes exactement? Moi, je comprends pas. On va parler de ça après, là, mais, pour en finir, pour comme ça, on puisse pas aller au Gillard d'un foin. Le Gillard d'un foin, moi les policiers qui tabassaient les fans de l'Impact, j'ai pas compris pourquoi c'était un moment Gillard d'un foin, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Supposément ils ont laissé une bière, puis c'est rentré pour les punir, j'ai pas compris en tout cas.
Sinon, il y a aussi il y a Duverne, il y a une petite discussion avec le préposé du terrain qui a décidé de faire c'est Barcelone qui avait fait ça à Mourinho là, lors d'une célébration, il avait ouvert les gicleurs, mais là Duverne pendant qu'il chauffait à Americra, il a ouvert l'eau. Sinon, le vrai géleur d'un foin, puis même s'il est interdit par nos règles internes, c'est l'alignement. Quand on a vu l'alignement, le match était pratiquement joué. Tout amateur, observateur, appelez-les comme vous le voulez, là, mais tous ceux qui suivent l'Impact de Montréal, quand on voit un Piatti comme avant-centre, quand on a vu tout d'un coup Taider à gauche et les semblants de justification de son utilisation à gauche, on savait qu'on était dans le trouble. Parce que on nous a tellement rempli les oreilles avec Vargas en début de saison pour justifier ses performances en deçà là, de ce qu'on entendait, en disant toujours « Ah, mais faites attention, Vargas, c'est un ailier gauche, hein, puis à gauche, il y a Piatti, on peut pas le faire jouer. » Mais s'il pouvait vraiment jouer à gauche, c'est même pas un ailier, mec. Il serait vraiment bon, là. Il serait une superstar de la Ligue, un jeune, blablabla. Et là, finalement, dans un match où on a décidé que Piatti, c'était notre option d'avancante, qui qu'on met à gauche? Un gars qui a jamais joué à gauche. Là, peu importe ce qu'on dit, là, qui a jamais joué de façon sérieuse comme ailier gauche. Il n'a pas fait son argent de Serie A en jouant à gauche. Comme ailier gauche. À la limite, il a joué milieu, mais il y a une grosse différence entre milieu et ailier, là. Et là, on a Vargas, dont son poste est ailier gauche, il est sur le banc. On comprend absolument. À la limite, là, on a Raitala qui peut jouer comme défenseur et Lovitz, qui a déjà été utilisé par Rémi Garde lui-même, là, qui a déjà été utilisé comme milieu ailier gauche, il aurait fait un peu moins de problèmes parce que dans ce match-là, là, je sais pas ce que les gens pensaient, mais c'était pas pour la victoire. On s'en allait là pas pour chercher 3 points. Là. Si on pouvait sortir un 0-0, 1-1, c'était parfait. Donc, jouer un Lovitz plus haut. Là, on avait plusieurs joueurs hors position. On avait Azira sur le terrain le pauvre, c'est pas rendu au 30e match de la saison, qui rentre dans un club plus ou moins organisé, qui va faire quelque chose de sérieux. Le prof Kroleki qui est dépassé parce que ça va trop vite pour lui, puis il est nerveux dans ce match-là. Je veux dire, il aurait dû faire un sondage Twitter, là, Rémi Garde, tout simplement, pour dire qu'est-ce que vous pensez de ma merveilleuse idée que j'ai eue en flash après la blessure de Mancuso, tu sais. Ouais, c'est ça, mais Taider à gauche, mais c'était pas sérieux, là. C'était pas sérieux, mais en même temps, les options, elles étaient pas énormes. À part, honnêtement, il y avait 3 choix. Mancuso, qui vient de se blesser. Amarikwa, qui peut se péter les genoux parce que sinon, il aurait fait jouer s'il sentait qu'il était prêt physiquement. C'est mon humble avis. Peut-être son profil fitait pas. Vargas, il a pas joué depuis combien de matchs, puis il s'était blessé avant. Donc, quelle était l'option du coach? Honnêtement, il y avait pas d'option. Parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Parce que Jimmy O'Brien n'a pas eu son package. Parce que on se parle en janvier 2019. Je comprends on le sort souvent cet argument-là, il n'y avait pas d'option, mais une des options qu'il y a, c'est de faire jouer tes meilleurs joueurs à leur vrai poste, là où ils vont être les plus utiles. Tes 2 meilleurs joueurs, ou disons tes 3 meilleurs joueurs, ils sont utiles où? Piatti à gauche, Taider dans une position axiale, peu importe que ça soit avancé ou pas, Silva à droite. Là-dedans, on le savait que ça allait être une catastrophe. Et malgré tout, ils ont passé proche parce qu'avec un peu de chance, un peu de réussite, ce que Toronto a eu, beaucoup plus de réussite parce que des occasions, il n'a pas eu tant que ça. C'est Giovinco qui les a provoquées. En face, tu as eu Montréal où il y a eu plusieurs occasions sans jamais être capable de concrétiser, mais on peut pas en vouloir à Taider de se retrouver comme ça dans la boîte puis pas le mettre dedans. C'est sûr, si Taider était capable de faire ces actions-là, il serait jamais venu à Montréal, il serait déjà là à Bologne en train de jouer. Non, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve ça marrant qu'on blâme Taider pour être dans des actions qu'il provoque là, et puis alors que d'autres joueurs qui sont payés à faire ce qui lui n'est pas supposé faire à temps plein le font même pas. Un autre débat pour un autre jour, ou plutôt un autre débat pour plus tard dans l'émission. N'est-ce pas, Georges? Je ne sais pas. Du côté du public, Matteo Marquez, son sapoteau d'or, c'est Silva, le seul qui a eu des sur le terrain. Trop Poutine, Kroleki, trop, c'est trop. Jardin Foin, TFC qui fait perdre du temps dès le début de la deuxième mi-temps. Neosk, Silva, Rocketman, comme sapoteau d'or. Trop Poutine, le manque d'envie des MFC dans ce classico. Gérard Foin, le péno, but, offside, j'ai mangé mes émotions hier et aujourd'hui. Stéphane Maltais, Taider et son sapoteau d'or, oui et non. Donc il a eu un débat interne en lui. Poutine, Piatti, Jardin Foin
IMFC au complet dans les 30 premières minutes. Du côté d'Étienne Roy Amariquois, c'est son Saputo d'or, il le veut dans le 11 prochain match s'il te plaît. Tropoutine Piatti WTF, Gérard Danfoin, la police du biais à Montfield qui arrive à 50 parce que quelqu'un a lancé une biais rien, un petit dernier pour la route. Daniel Dan le coach, Saputo d'or s'il va encore. Tropoutine Kroliki a été nul avec le ballon et laisse un gros trou au milieu. Mention honorable à Piatti. Gérard Danfoin, pire moment pour faire un snooze. Donc voilà, quelques évaluations sur Twitter. Merci à tout le monde qui a participé, même ceux que j'ai pas lus. Christian Demers, Richard, Anthony Bellil, Danny Bouchard, Eric Chenard, Maxime Cardinal, Étienne Roy, JM Côté et tout le monde qui participe aux 3 hashtags du CanFC. Le seul après-match qui compte pour vrai parce que on vous écoute, on vous lit, on vous compile et surtout, on interagit avec vous. Donc, Nilton, on va commencer par les questions, commentaires, débats, suggestions du public. Et comme toi, tu compiles tout ça dans un fichier Excel, tableau dynamique croisé, hein, tu m'as fait des statistiques là sur ces commentaires. Normand Ouellet nous demande est-ce que la contre-performance de Nacho est une exception ou un signe de fatigue en cette fin de saison? Si c'est la fatigue, Normand voit pas IMFC faire les séries. Moi, je pense à ce niveau de la saison, Piatti est peut-être fatigué là, peut-être, c'est possible. C'est même tout le monde là, il y a pas une raison pourquoi il ne serait pas fatigué là, ça pourrait arriver, mais c'est plus son positionnement. On a déjà parlé de ça là, c'est pas l'attaque en pointe et surtout le contexte contre qui l'Impact joue et dans lequel ils sont. Je me dis ouais, c'est TFC, ils sont organisés mais quand même l'Impact a eu des chances de marquer, donc c'était pas le TFC de l'an dernier où ils contrôlaient tout de A à Z. Donc on sentait qu'il y avait une chance de faire quelque chose comme tu avais dit Nilton. Mais voilà, c'est tout. Piatti a fait du Piatti, c'est pas un attaque en pointe. En play-off, il aurait pu te dépanner parce qu'il aurait été motivé et puis l'équipe aurait joué bloc bas, contre-attaque. Mais dans ce match-là, l'Impact a manqué ce fameux troisième milieu de terrain pour aider Piatti à s'épanouir parce que Piatti a juste besoin d'un autre joueur, là, que ce soit un attaquant de valeur ou un milieu offensif pour l'aider. Tout ce qu'il demande. Et puis, Silva l'aide beaucoup. Il a beaucoup aidé cette année, c'est pas de sa faute à Piatti. Moi, le blâmer, c'est marrant parce qu'il a tout fait pour ce club-là. Il a tout fait. Tout fait. Sans lui, là, ce club, c'est un club de USL Division 3. C'est horrible sans lui. Donc, mais je suis pas convaincu que la fatigue, on le sait pas, on vit pas quotidiennement avec le club, donc on n'a aucune idée. Mais sur le terrain, il n'y a pas l'air d'un joueur qui est fatigué. Puis en plus, Nacho, c'est pas le profil de joueur qui se dépense énormément sur un terrain, là. Je veux dire, il est là en explosion au moment voulu. Il a arrêté. Au début de saison, il faisait un peu plus d'efforts défensifs à la demande de Rémi Garde, mais il était positionné plus haut, comme d'habitude. Et il fait plus vraiment de travail défensif. On n'est pas dans une séquence où Montréal doit aligner des matchs aux 3-4 jours. On est vraiment à un match par semaine. S'il est fatigué là, je comprends pas trop. Tu sais, ça gère là, la fatigue en entraînement, là. Mais c'est pas la fin du monde s'il est fatigué. Moi, je suis pas inquiet. C'est pas une inquiétude. Je dis qu'il n'y a plus de jus. Il a du jus. Peut-être sur ce match-là, il était fatigué parce que rien ne marchait. Donc, au moins, ça te fatigue. Tu t'es pas aussi vite. Toronto allait plus vite. Je sais pas. Je pense pas que c'est si grave que ça, Nilton. Je sais pas. C'est peut-être je sais, je suis trop gentil avec Nacho, là, mais la fatigue, c'est relatif, hein. Ouais, Attends, tu peux être en top forme. Regarde, par exemple. Est-ce que t'as rappelé le match contre les Red Bulls à New York? Ce match-là, on l'a pas perdu à cause de la fatigue. C'est ça, mais est-ce que l'Impact était fatigué? Non. Je pense que non. Mais ils avaient l'air fatigués contre les Red Bulls. Non, ils avaient l'air dépassés. Voilà. Justement. Si on regarde les séquences, on est en début de match. Là. Le match, les 3 buts de Toronto, c'est en 20 minutes à peu près? Oui. 29 minutes, la 29e minute, c'était le but de Janssen. Il n'y a pas de fatigue là, dans les 30 premières minutes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de fatigue. S'il y a une fatigue, il y a un gros problème. Le premier but, c'est à la 7e minute. Les joueurs sont nonchalants. Exactement. Lassitude. Il y a un bond un peu bizarre. Mais en face, il y a Giovinco qui est rapide, beaucoup plus que ses adversaires directs et qui est talentueux. Il nous a fait payer le prix. La même chose pour Giovinco. Qu'est-ce qu'il a fait au deuxième but? Il est allé s'isoler à gauche. Il a sorti du jeu Fanny et Sagna. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport avec la fatigue. Exactement. Ensuite, pendant le match, le Montréal s'est créé des occasions. Il s'en est créé. Ils ont été moins efficaces parce que eux, ils jouent pas avec un Giovinco. Il n'y a pas de gars que dès qu'il y a un ballon dans la surface, 3 fois sur 4, c'est un but. Exactement.
Et puis, il va éliminer la plupart des adversaires en face de lui. Là. Exact. Nous, on a des fois des occasions claires de but et on la rate. Tout à fait. En face, ils ont des demi-occasions et Giovinco la met dedans. Ce match-là, même avec un alignement tout croche, s'il n'y avait pas eu de Giovinco, Montréal aurait pu sortir facilement avec un match nul. Exactement. Puis ils n'avaient même pas Altidore, alors imagine. Ouais. Et si Montréal avait réglé la situation de Mancuso cet hiver, on serait dans des situations totalement différentes. Tu sais, on gaspille une saison complète en n'ayant pas d'avancement. Exactement. Et imagine, et c'est un très bon point Nilton parce que le mot gaspillage, il est parfait. On l'a déjà dit là, mais j'ai l'impression que c'est une nouveauté maintenant. On le dit depuis janvier. Et ce qui me fait rire, c'est que à la limite, ok, miracle ou ultra performance, l'Impact gagne la Coupe MLS avec ce groupe-là. C'est impossible, pas que c'est impossible, c'est très peu probable, mais on ne sait jamais. Ils gagnent la Coupe MLS. Tu te dis ouais, mais ça change pas que tous les besoins qu'ils avaient en janvier, il faut qu'ils les comblent. L'équipe est à refaire, ou du moins il faut construire sur ça, puis et vraiment éliminer les chèvres et ramener des lions. Donc à la limite, tu te dis ok, vous avez gagné la Coupe MLS, donc ça valide un peu votre bordel. Ok, c'est correct. Mais ça change pas le fait qu'il y a un certain sentiment de gâchis, qu'on se dit mais pourquoi on est encore en train de refaire ça à chaque fois, ce renouvellement de incertitude, alors que d'autres clubs là, c'est pas compliqué. Tout le monde a un gardien. Tout le monde a un milieu défensif, tout le monde a un attaquant. Tout le monde. Tout le monde. Il y a des équipes qui ont même 2 attaquants, ils ne savent pas quoi faire avec. Tout le monde a un attaquant de pointe auquel tu fais confiance. Mais moi, ce qui me tue, là, c'est que, tu sais, ça se peut que, ton numéro 9, là, celui que tu pensais être vraiment ton avancante, qui allait faire avancer ton club, fonctionne pas. Ça se peut, ça existe dans tous les clubs. Moi, ce qui me tue, c'est l'absence de plan B. On a eu pendant toute la saison. On disait déjà cet hiver. Rémi Garde a dit qu'il cherchait un profil différent comme Mancuso et Jackson Hamel. Mais on savait déjà qu'avec ce duo-là, même avec une belle saison de Jackson Hamel, on savait qu'il fallait un troisième attaquant puis on avait fiable. Et on n'a jamais eu cet attaquant-là. Puis on avait dit, Nilton, tu te rappelles l'hypothèse que l'Impact a une saison où il a une chance de faire cirer, c'est que Piatti marque au moins 15 buts. Il y est presque, il a 12 buts. Parce que même s'il y a des buts qui sont marqués par d'autres joueurs, là, je pense que Taider, il sauve la mise beaucoup avec ses buts, en termes de statistiques. Oui. Il est soudainement, là, c'est pas, on oublie un peu les comparaisons boiteuses avec Jemaili. Et puis, c'est ça, il y a des joueurs qui marquent. Silva, Vargas a beaucoup aidé évidemment au début de saison. Ses buts ont été importants. Mais c'est ça qui est frustrant. Mais moi, ce qui me fait capoter, là, c'est le manque de préparation. Et à chaque fois, je me répète, c'est le plan B. Regarde par exemple Philadelphie. Philadelphie, là, on est en lutte directe avec eux. Ils sont allés chercher, ils avaient comme avancante Sapong, puis ils sont allés chercher, voyons comment que ça, Akam, c'est ça, hein? Oui, Akam, l'ailier, ouais. Ouais, exact. Donc ça n'a pas super bien fonctionné, hein, ces options-là. Non. Depuis à peu près 5-6 matchs, qui marque des buts pour Philadelphie? Qui fait en sorte que Philadelphie est dans la course dans les séries et qui va probablement faire les séries à la place de Montréal? Corey Burke. Corey Burke, là. Allez voir son profil. C'est un gars USL. Un gars USL. C'est un gars USL. Un gars USL. C'est sa première saison, puis il a joué 7 matchs, il a marqué 7 buts avec l'Union Philadelphie. Ouais. Il a été utilisé sur les côtés pendant la grande partie de la saison parce que, faute d'options, autrement, il faisait jouer les gros noms. Mais c'est... Et Corey Burke, là, c'est devenu comme... C'était une police d'assurance. Nous, était où notre police d'assurance? C'était Mancuso, mais malheureusement, notre police d'assurance, c'était aussi notre assurance. C'était l'assurance sur l'assurance. En fait, notre titulaire était aussi notre plan B. On n'a même pas plan B. Le plan C, c'est Jackson Hamel, que le coach n'était pas impressionné par lui. Non. Et en plus, il se blesse souvent, donc c'est fini, quoi. Mais ça, on le savait. Même après une grosse saison, on le disait à Jackson Hamel, c'est un point d'interrogation au niveau santé. J'ai pas l'impression que l'Impact l'a pris en compte, là. Parce que sont... c'est une faute professionnelle. Faire ça, c'est scraper 95% de ton travail. Pas d'avancante, pas de saison, pas de club, ça sert à rien. Tout l'argent que tu as dépensé ailleurs ne sert plus à rien. Non, c'est vrai. Et puis, Nilton, là, mon Dieu. Regarde, là, on apprend à répondre à 15 questions, là, depuis, là, mais... Regarde. Tu sais, c'est aussi une question de perception, ok? Parce que
Moi, là, regarde, que Piatti se fasse rentrer dedans, c'est correct, là. C'est high expectation. Voilà, il a été invisible, tatati. Ok, parfait. Que Tyder a beaucoup d'occasions qu'il aimait pas. Ok, c'est genre, qu'est-ce que je te dise? C'est genre, je vous avais dit, en tout cas, tout ce qui arrive avec Tyder, je l'ai prédit, je vous dis exactement ce qui arrive avec Tyder. Je vous l'avais dit, il fallait m'écouter en janvier-février. Je vous ai dit. Et je trouve que présentement, Tyder joue beaucoup mieux qu'en début de saison et dépasse, et en tout cas, perso, il dépasse mes attentes. Merci parce que j'ai mis en contexte les attentes par rapport à Tyder. J'ai essayé de vous expliquer. C'est un milieu relayeur, un peu old school. Il aime aller vers l'avant de façon sporadique. C'est un gars qui attend à 5 buts, 10 buts s'il est vraiment on fire. Puis c'est un relayeur. Puis si l'équipe est mauvaise, lui, il va être mauvais. Dans le sens, il aura l'air mauvais parce qu'il va pas aider ton équipe à aller à un autre niveau si t'es nul. Tu vois, si t'es DC United, tu mets Tyder, ton niveau monte. L'Impact avait besoin d'un Tyder pour avoir une base solide. Mais c'est pas le joueur qui allait t'aider à faire que Vargas, Mancuso et Oduro soient meilleurs. C'est pas son rôle. Il va leur donner les balles passes, mais ils sont pas capables de faire la différence. Il peut rien faire d'autre parce que c'est ce que la perception là. C'est Tyder c'est un DP et tout là. Mais excusez-moi là, le salaire de Silva à 800 000. Oh ouais, la différence entre Silva, Tyder, comment il s'appelle là, Camacho, Rod Fanny, et ouais, tout ça c'est pourquoi on rentre pas dedans sur ces joueurs là. Pourquoi Tyder se fait rentrer qu'il est DP? L'Impact peut facilement enlever son statut de DP. Facilement, avec du temps et du gamme, ils auraient pu le faire. À mon humble avis. Donc, c'est question de perception. Puis, quand tu vois Piatti, je dis, mais pourquoi on parle de Piatti comme attaquant pointe? C'est quoi cette critique-là? Le gars, tu veux qu'il dise quoi? Qu'il dise non au coach, je veux pas jouer attaquant pointe? Tu veux qu'il dise quoi, le joueur? Il a pas le choix. Il est là pour l'équipe, il est altruiste. Il veut tout faire. Tu veux qu'il dise non? Ben, laissez-le. Mais, vous pensez vraiment que vous allez battre Toronto à Toronto? Même si l'alignement était parfait hier soir, qui parmi vous, en ce moment-là, vous nous écoutez dans le podcast, soyez honnêtes là. Combien de vous pensez que l'Impact allait avoir un résultat à Toronto, même si Gard avait fait un alignement partant parfait? Si vous le croyez vraiment, vous avez prédit ça, un match nul ou une victoire, envoyez-moi un tweet. Floodez mon Twitter, et dites-moi oui, moi je le savais, Sofiane. Parfait, je vous respecte si vous faites ça. Mais à part ça, t'allais pas sortir de Toronto avec des points. C'était quasiment obligatoire. Avec le contexte de Toronto qui était désespéré, Giovinco, Bradley qui est de retour, Altidore Vasquez qui aurait une blessure, c'était parfait. C'était parfait pour Toronto. Le match qu'on n'a pas, c'était parfait pour eux pour se remettre dans la course. Et ils l'ont fait. Et t'ajoutes le facteur X du élément partant bizarre qui n'était pas si bizarre que ça, Nilton, parce que le plan B, il n'y en avait pas. Donc, tout s'explique, Nilton. Il n'y a pas de surprise. Moi, tout le monde qui est choqué sur les internets, là, je comprends pas de quoi vous parlez. Avec tout le respect que j'ai pour vous, l'Impact, comme dit le défunt coach des Vikings d'Arizona, we know who they were. C'est tout. On sait qui est l'Impact. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'habitude contre vous, il n'y a pas Don Garber qui vous aime pas, il n'y a pas le VAR qui est anti-francophone. Il n'y a rien. L'Impact est exactement, on sait exactement qui est l'Impact. On vous a dit ce qui est arrivé. Je m'attendais pas à qu'il y ait 12 défaites et ensuite 8 victoires consécutives. On vous a dit que c'est difficile, que l'Impact va se battre pour la 6e place avec 4 clubs, ce qui arrive exactement. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez à monter vos attentes à un tel point que on pouvait plus soutenir ces attentes par rapport à ce qui arrive dans la réalité. Je dis pas que vous êtes fous. Au contraire, vous avez le droit à avoir de la passion. Mais arrêtez le Don Quichotte. On va arrêter d'être les Don Quichotte. On va se battre contre les moulins avant. Et juste, on se calme, on respire. Et on se dit, OK. Il reste quoi? 6, 7, 8 matchs. L'Impact va bétonner, va jouer all-in et va en prendre à faire les séries. Mais en attendant, là, Gamega va faire tout ce qu'il a à faire pour faire les séries. Si c'est faire jouer Kroliké avant-centre, il va le faire. Mais il faut pas réagir comme si c'était une catastrophe nucléaire. C'est tout. Oh, je suis fatigué, là. C'était beau, hein? Merci. Je suis désolé, le temps là, que tu puisses pas parler beaucoup là aujourd'hui. Non, mais pendant ce temps-là, j'écoute. C'est bien. Le gros Benji nous demande, Bradley a fait la pluie et le beau temps sans Tyder au milieu. Ouais, tu vois, la grosse différence, Bradley avait eu un match assez catastrophique au mois de mars à Montréal.
Il y a eu beaucoup de difficultés parce que, entre autres, Piet était en mesure d'aller le chercher beaucoup plus haut. Et là, dans ce match-là, je ne sais pas si c'était une consigne ou quoi que ce soit, ou c'est juste circonstanciel, mais Piet n'a pas été capable d'aller provoquer Bradley avec le ballon dans ses pieds, tout ça. Peut-être justement parce qu'il n'y avait pas autour de lui du support comme il l'a présentement avec Safir Taider. Tu sais, il était pas mal isolé. À courir un peu partout. Il se retrouvait en première demi, je trouvais qu'il était trop souvent proche de ses avancantes. Peut-être parce que c'était la catastrophe dans la première demi-heure, mais oui, Bradley, son jeu, c'est de rester très, très bas à la baguette, puis de distribuer les ballons à volonté. S'il n'y a aucun pressing sur lui, si Kroliki, si Azira n'est pas capable de faire ce travail, c'est fini, là. Ils sont cuits, là. Puis on l'a vu en première demi, ce trio-là avait fait pratiquement aucune intervention défensive. Ils étaient totalement dominés dans le jeu, là. Tu peux pas donner l'espace là, à Bradley faire ce qu'il veut. Puis c'était la force de l'impact, comme tu as dit, au match aller, au premier match au mois de mars, où c'est Piet, Taider allaient sur Bradley sans arrêt. Puis ils ont compris que c'est ça ce qu'il fallait faire. Donc moi je pense que voilà, Bradley a fait l'inverse. Il a pressé 2-3 fois Piet. Piet a fait des erreurs. Puis voilà, voilà, Piet, c'est pas un milieu défensif relayeur de haut niveau là, c'est un bon milieu défensif là, physique, bulldog, etc. Sa passe c'est pas mauvaise, mais c'est pas un Regista là. Je vous envoie au tweet de Sid là, Atsolambe, où il parle de la différence entre Bradley et Piet. Il fait la comparaison un peu. C'est ça, Bradley, il est vraiment fort là. C'est Bradley, quand il y avait à Toronto, il aurait pu rester en Europe facilement là. Et il aurait fait beaucoup moins d'argent qu'il fait en ce moment, mais il a le niveau pour jouer en Europe. Je parle pas de Division 3, de Division 2, là. Pas de Ligue des Champions, peut-être un club d'Europa League, mais il avait la place pour faire son argent en Europe. Donc, comparable, hein. Donc, l'Europe, c'est pas un pays, il a pas juste une ligue qui s'appelle l'Europe. Tu sais, il y a des gens qui jouent en Division 6 et d'autres qui jouent en Division 1. Donc, tu sais, il y a pas juste une ligue unique. Anthony Côté nous demande, nous pose une question sur la rivalité TFC Montréal. Il nous demande, avec 9 joueurs sur 13 de Montréal qui participent au match, qui en sont à leur première saison avec le club, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une rivalité avec TFC? Regarde, je sais pas si c'est d'accord en même temps, la rivalité va à travers le temps et les joueurs. La rivalité, c'est en deux entités, a priori. Des joueurs aident à la cultiver, aident à mettre de l'huile sur le feu, mais c'est pas quelque chose qui s'arrête quand Patrice Bernier prend sa retraite. Elle baisse un peu peut-être d'intensité, peut-être il y a moins de blabla dans les entrevues, mais je pense que peut-être les joueurs sont moins concernés. Les joueurs, ils ont d'autres priorités, c'est faire les séries en ce moment. Ouais, c'est sûr que si tu regardes si toi tu prends ce derby-là à cœur, puis que tu veux absolument à chaque fois que tu affrontes Toronto les dominer, tu regardes les 30 premières minutes de ce match-là où les joueurs ont l'air en s'en foutre un peu, c'est sûr que tu questionnes leur compréhension de cette rivalité-là. Puis là, tu regardes sur le terrain, t'as 75% des joueurs qui en sont à leur première année. Mais tu sais, c'est tous des professionnels, ils sont habitués. Là, les rivalités, il y en a partout ailleurs. Tu sais, Rémi Garde, il comprend, là, même si c'est sa première saison, il sait que c'est important de bien paraître devant Toronto, mais comme tu as dit, sa priorité, c'est pas c'est pas la façon, là, c'est le résultat. Lui, son seul, unique objectif, c'est d'aller chercher le maximum de points pour faire les playoffs. C'est clair. Est-ce que les joueurs avaient l'air pas assez déçus d'avoir perdu ce match-là comme s'ils avaient perdu contre Columbus? Et peut-être que là, ça nous agace un peu plus. Ouais, mais ça, on rentre dans l'analyse du langage corporel. Exact. Lire les lèvres des joueurs et commencer à se dire qui fait quoi, pour qu'il a serré la main aux Orios. C'est quand même ça aurait servi qu'on commence à pousser les joueurs. C'est pas le moment d'aller chercher des cartons, là. Et pourquoi Taider n'a pas eu un sapoteau d'or? Il a pas poussé un joueur Toronto à un moment durant le match? Il s'est pas pris la gueule avec un joueur TFC? Ouais, toi, Safiane, on peut rien te passer sur Safir, hein. J'ai tout vu. Je vois tout. Je vois tout. Caméra isolée sur lui, hein. J'écoute tout. Non, je vois tout sur tout le monde, Nilton. Je vois tout. Même quand Vargas est nul, on le sait. Mais honnêtement, regarde, honnêtement, c'est quand même le hashtag MFC, c'est quand même le hashtag où c'est quand même le hashtag où on a l'Ultra Montréal ont fustigé le pauvre Thomas Miller-Jugger pour avoir félicité Jonathan Osorio d'avoir marqué un but en Ligue des Champions CONCACAF. Attention, c'est le même hashtag MFC qui fait ça, quoi.
Ouais, mais l'hashtag MFC, c'est pas une identité unique, hein. C'est vrai, c'est pas comme les Europes. C'est pas un pays. T'as raison. Non, mais je veux dire... j'ai enfreint ma propre logique, là. Désolé. Non, exactement. Non, mais après chaque match, là, quand il y a une victoire, quand ça joue bien, quand c'est beau, t'as les anti-Nick DeSantis, Brass, voire Saputo qui se réveillent puis qui cliquent. Après, quand on mange une volée, comme samedi, et là, il y a les anti-Rémi Garde qui ressortent et qui cliquent. Dans le fond, oui, on a l'impression qu'il y a toujours de la guerre, qu'on n'est jamais content, mais c'est des personnes différentes là, qui parlent d'une fois à l'autre. C'est des vagues, c'est différentes vagues. Oui, puis pendant ce temps-là, je veux dire, je vais prendre le chapeau. Moi, j'aime pas, disons que j'aime pas Rémi Garde. Ça fait plusieurs matchs où ça va bien, qui fait des changements, ça marche. Là, je suis craqué, là. Ça fait plusieurs matchs que j'ai le goût de dire que Rémi Garde est nul. Mais ça va bien, donc j'ai mes lunettes qui sont un peu aveugles, puis que je dis finalement c'est juste la chance. Ça arrive une situation comme Toronto avec un schéma tactique. Exactement. J'avais raison. Caps lock, hein? Là je me mets à écrire en caps lock, puis j'ai du fun tout seul. Donc il faut faire attention de toute façon. Là. C'est vrai. Désolé de mettre tout le monde dans l'hashtag MFC sous le même le même panier. Désolé. À chaque semaine, il y a une guerre, tu pourrais être victime d'une. Là. Puis là, je vais être obligé de te défendre. Non, Nita, ce qui est bien avec moi, c'est Twitter. On s'en fout de moi. No, it's not true. Ouais, c'est vrai. Daniel Dang nous demande comment expliquer que le 11 partant soit si cramé que ça. On a répondu ça en partie. Je pense pas qu'ils étaient cramés. C'est plus Toronto. Ils ont cramé en 30 minutes. Donc après, je pense qu'en deuxième mi-temps, l'Impact était très actif. Toronto jouait très bas. C'est juste qu'il n'avait pas d'espace pour accélérer le jeu. Je pense mais là, éventuellement, ceux qui vont être cramés, c'est contre qui on joue. On lutte pour une place. Philadelphie, ils s'en vont jouer la finale. Oui, de la US Open Cup, oui. Ouais. Ça va commencer à apparaître. DC, ils vont probablement encore perdre. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont vraiment pas de chance à la Open Cup Philadelphie. C'est triste. C'est contre qui? Je ne sais plus. C'est contre Houston, je pense. Oh, wow. Houston, ils n'ont plus rien à gagner dans ça. Ça va être intéressant. DC, ça va faire pas mal de matchs, là, aux 3-4 jours, là, et ça va, même si c'est à la maison, éventuellement, ça peut leur faire mal. Tu sais, moi, je pense pas que Montréal est cramé, là. Peut-être que Montréal est tout simplement là où il devrait être au classement. Mais je pense qu'ils vont bien les reposer comme pour le Red Bulls, puisqu'ils auront déjà un bye week. Je pense que c'est un bye week international dans tous les cas. Fait que Piet va être encore plus fatigué. Exactement. Tyler aussi. Donc, il a été appelé ou oui, c'est pas officiel, mais il va dans la liste élargie. Okay. Donc, je pense qu'il va faire le voyage pour faire partie du groupe là, mais après on verra. Et là, il revient blessé. Et voilà. Et Kroliki va monter de niveau, puis tout va bien aller. C'est fou, mais cramer, c'est ta perception. Faut aussi voir ça des deux côtés. Est-ce que l'autre équipe est a l'air plus rapide que ton équipe? Donc tu dis peut-être c'est une question de différence de rythme, c'est une question de perception. Ils sont là pas à te cramer, c'est la fin de la série. On arrive à la dernier droit, le dernier sprint, oui, voilà quoi. Ils étaient pas cramés contre Salt Lake, ils étaient pas cramés contre c'était contre qui vous avez l'air bien? Contre DC, ils étaient pas cramés contre DC, mais DC ont mieux joué qu'eux en deuxième mi-temps, donc mais ils étaient pas cramés là, c'est juste que je pense pas. Steph nous demande, on se projette déjà pour 2019 en ne faisant probablement pas les playoffs cette année avec, avez-vous des espoirs pour 2019? On verra en 2019. Il en parle aussi dans son tweet, là, la clé, là, il y a deux postes, là. Il faut recruter un attaquant, un gars qui va jouer une trentaine de matchs, qui va planter à peu près 15 buts. Hein, il faut un milieu offensif qui va créer des situations. Un latéral gauche peut-être. À la limite, si on est rendu là, si on a déjà réglé ces deux positions-là, puis qu'il nous reste de l'argent, on verra. Mais tout dépend de ces postes-là. Evan Bush, il est encore son contrat, il y a une option. Il se passe quoi avec lui là? Une bonne question, je pense. Je pense que son contrat finit cette saison, mais j'ai aucune idée s'il reste une option. Il faudra valider. C'est à voir. Mais voilà, il y a au moins 3 postes titulaires à combler, plus de la profondeur. La bonne profondeur. Amine nous demande de Raitala ou Duval au prochain match où on garde les mêmes latéraux qui ont arraché à Toronto. Je pense que rien ne va changer là. Les latéraux,
je sais pas, Duval, je ferais pas jouer Duval contre son ancienne équipe là. C'est trop stressant pour lui. Au niveau émotionnel, ce garçon-là, il est tellement pumpé là que. On commencera. Non, on a signé ce gars, c'est pour le faire jouer jusqu'à temps que son corps lâche. Ouais, pour le final. Ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment. Déjà, je serais pas étonné qu'il fasse une défense à 5. Je serais pas étonné parce que Jerry Wright Phillips, Gamara, Royer, c'est du travail. Plus, ça dépend qui va jouer entre Etienne ou comment il s'appelle, Etienne ou Alex Mule ou Sean Davis, mais c'est plus des défensifs là. Mais attention, moi je dis attention, mais je serais pas étonné de voir une défense à 5 là pour faire jouer quasiment Sagna, Fanny puis Camacho ensemble. Et peut-être on verra Diallo commencer peut-être un jour, je suis pas sûr, mais honnêtement là, non, je pense pas là. Ils vont garder les mêmes latéraux, sauf une défense à 5 pour vraiment prendre la largeur du terrain. Mais ça veut dire que t'as pas d'attaquant. Est-ce qu'Américain va vouloir faire les 100 mètres à chaque fois là, tout le match? On verra. Mais les Red Bulls au Stade Saputo, ça marche bien pour l'impact en termes de jeu. Ils jouent mieux l'impact qu'on les Red Bulls à la maison, donc c'est peut-être une bonne chose. Toi, tu t'en penses quoi? Bon, il y aura les surprises. Je pense pas qu'on va en avoir ben là. On va revenir on va garder le même schéma tactique. Rémi Garde, il va probablement miser sur un 60 minutes d'America puis un 30 minutes de Matteo. Puis il y aura rien de très très spectaculaire là, en face là. Ça va être non mais t'es un vrai vendeur de rêve, toi. Hein? Ouf. Non, il y a peu de choses. La saison de Montréal peut se terminer rapidement. Là. On a les 2 prochaines semaines si on n'aligne pas les. Moi, le match contre New York me fait pas. Je vais dire ça comme ça. Là. J'ai l'impression qu'on pourrait être désabusé déjà, boum, en partant samedi. Là. Mais c'est encore long. Même avec les Rabots, ça a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. C'est pas beaucoup, mais c'est assez. Là. Il faut pas paniquer. Un match à la fois. T'oublies Toronto, tu focuses sur les Red Bulls, tu focuses après sur... Toronto, de toute façon, tu l'as dit tantôt, là, logiquement, on savait qu'on allait perdre la poste. C'était pas le match. Moi, ce qui m'a fait toujours peur dans le calendrier de Montréal, c'est pas les matchs à l'extérieur, c'est les difficiles matchs à domicile. Ouais, c'est vrai. C'est des gros matchs à domicile à gagner. Oh well, tout va bien. Vincent nous demande comment expliquer que dans un match aussi important contre TFC, que l'Impact sort avec aussi peu d'émotion, surtout aussi peu d'envie de vaincre. Ça vient avec le début du match. Tu l'as dit, Nilton, les 30 exactement. minutes. Là. Ouais. Je pense pas qu'ils sont arrivés un petit peu flat-foot. C'est juste c'est arrivé trop vite en face. Puis une fois que c'est 3-0, c'est normal. Là, les joueurs se disent OK. ça s'est terminé plus vite que prévu. Ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire dans la soirée. Là. Exactement. Et puis, nous, on est déçus, mais eux, ils sont en plein milieu de l'action. Et ça passe proche, là. Il y a eu des buts qui ont été refusés. Rapidement, on aurait pu revenir dans le deuxième but qui a été refusé. Ça aurait pu tout changer en fin de match. On a fait un poteau. Camacho aussi se fait arrêter un tir par Moreau, je pense, sur la ligne. Oui. Mais ça aurait été honnêtement, c'était un bon derby, entre guillemets, une bonne rivalité, puis c'était à ça de devenir épique en termes de buts marqués. On est un peu tous un peu aveuglés par les 30 premières minutes, par la tempête, là, et la réussite de TFC. On n'est pas passé, c'est comme tu as dit, si on regarde statistiquement, on pense que c'est un match de 3-3, puis dans le fond, on n'est pas assez proche d'un 3-3, là. Tout à fait, mais malgré toutes les critiques, l'alignement, il n'y a pas d'attaquant, il s'avérait que voilà que ça fait arriver. C'est vrai. Puis, comme je dis, il faut une question de perspective et regarder les choses avec la perspective, ne pas paniquer que Piatti soit ton attaquant et que ça marche pas. C'est normal. L'inverse aurait été étonnant. Et puis imagine que Piatti marque 2 buts comme attaquant pointe et qu'il joue comme un vrai attaquant pointe. On aurait dit quoi? Rémi Garde est un génie? Ouais. Tu sais, genre non, l'analyse du résultat, c'est facile. C'est facile de dire ce qui est arrivé après que la chose est arrivée. Ce qui est le fun, c'est que pas mal tout le monde disait que c'était une catastrophe cet alignement-là, puis finalement. Voilà. Donc, on a tous eu raison. On a tous eu raison, c'est vrai. Mais on s'attendait pas que c'était la défense qui allait souffrir, non pas l'attaque. Oh, j'ai bien fait ça. Ouh là là. Anthony Bellil nous dit ce que je retiens de ce match. Pour moi, les deux équipes ont été nulles, mais l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui avait un vrai striker et un striker efficace. Voilà, hein? Tout est dit, tout est là.
Ça donne bien parce qu'il est vraiment payé très, très, très cher pour mettre des buts dedans. Ouais. Et vraiment, c'est un joueur parfait, Giovinco, pour la MLS. Puis, comme un certain Lee Nguyen qui s'amuse à l'AFC, mais bon, il est trop vieux, il coûte trop cher. C'est pas grave. On n'a pas besoin de 3 milieu de terrain, on avait Vargas. Ça aurait été bien, ça. Lee Nguyen. Mais non, il est trop cher, c'est correct. On va bien. Tout va bien. Ouais. Matteo Marquez, donneriez-vous un break à Piatti pour le match contre les Red Bulls? Non. Vu que c'est un match quasi impossible à gagner, tu vois, lui, il est pire que moi. C'est quasi impossible. Moi, je dis non, mais Nilton, je veux t'entendre sur ça. Non, mais si on donne un break à Piatti, c'est donner un break à la saison. À quoi ça sert? Non, sérieusement. On fait tapis vert, 3-0, puis on passe à autre chose. Non. C'est illogique, là. Donner un break, pourquoi? Oui, pour quelle raison? Parce que on joue une fois par semaine. S'il n'a pas eu un break après les commentaires du Saputo, c'est pas maintenant qu'il va avoir son break. Non. C'est pas mal. On va maximiser l'argent donné, puis let's go, là. Non, c'est vrai. Non. Piatti, là, surtout qu'il adore jouer les Red Bulls. Au Stade Saputo, c'est un bon joueur. Il aime jouer au stade, là. Donc, arrêtez. La question, je comprends d'où elle vient, parce que peut-être il est fatigué physiquement, mentalement, mais non. Piatti, là, il a le mental fort, puis il va se débrouiller. C'est lui le leader de l'équipe. Mais cette saison, c'est le lui, Piatti, elle fait. À la maison, Piatti va bien. Cette saison, les matchs à l'étranger pour Piatti sont problématiques. Oui, c'est vrai, mais ça revient aussi au style de l'équipe. Oui, exact. Contre Salt Lake, c'était bien, quoi. Mais, tu sais, si jamais on se retrouve dans une situation où on a de l'avance 2-0, là, oui, on peut commencer à reposer des joueurs. Mais si c'est un problème, puis je doute que ce soit un problème, mais si c'est un enjeu pour Piatti, c'est la fatigue physique ou mentale, mais qu'on la gère en cours de match. Si on est en train de manger une volée, on le sort. Tu sais, à la limite, Toronto, le match contre Toronto, la logique du terrain voulait que ce soit Piatti qui soit retiré. C'était le moins bon joueur sur le terrain. Ouais. Le retirer aurait été fou parce qu'on sait tous que Piatti, même dans un mauvais match, avec un geste, peut créer un but. Exactement. Hein? Mais dans un match où il s'est perdu d'avance, oui, on peut commencer à gérer la fatigue d'un et de l'autre. Est-ce que Piette a besoin de prendre un peu de repos? J'en doute, là, mais en cours de match, oui, ça se fait. Mais là, on a un seul objectif précis, c'est la 6e position que tout le monde veut, même si ça veut dire qu'on va probablement juste jouer un match à l'extérieur et le perdre. Mais si c'est ça qu'on veut, c'est la 6e position, on utilise nos joueurs, ceux qui sont en santé, tant qu'on peut. Puis après, on verra comment on va le gérer selon les résultats. T'sais, oui, si on perd 3-0 à Montréal contre le New York Red Bulls, on peut commencer à sortir nos gros joueurs pour essayer d'aller chercher un résultat à l'extérieur. Mais pas en début de match. Là. Non, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Puis il faut rester chill. Il n'y a pas nécessairement le désespoir là de tout casser là, peut dire bon, Piatti, sortez Piatti, c'est pas pour briser le rythme, pour dire faire passer un message. Le message on le sait là, puis Piatti c'est la clé de ce club là. Ils ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix. Une dernière question, JF Bilodeau nous demande est-ce que Bush est redevenu à son niveau normal? Se faire shipper 2 fois est un signe de mauvaise sortie et être déjà trop bas avant le tir. Moi, je pense que c'est juste la classe, là, la qualité des buts était juste excellente. Je trouve que c'est dur, là, d'être gardien en général, là, puis je trouve que le premier de Giovinco était magnifique, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il fasse quoi? Allez sur un terrain de foot, là, dans votre parc, là, votre parc de quartier, mettez-vous, au point de pénalty, imaginez qu'un joueur vient vers vous. Et l'angle qu'il a sur lui, là, qu'il a pour vous battre est illimité. Soit vous avancez sur lui, soit vous reculez, mais c'est l'avantage est à l'attaquant qui est payé pour faire ça. Sauf quand Rimando il a vu Mancuso, il dit non, c'est bon, ça va aller. J'ai pas besoin de stresser, il y a Mancuso, mais à part ça, les autres gardiens, ils ont un attaquant devant eux. Ils disent mais ils savent comment se positionner, mais ils savent que les chances les chances sont du côté de l'attaquant. Non, dans ce match-là, clairement, le moins bon gardien, c'était pas Bush. Non, c'était Bono. Bono était catastrophique. Il a tellement été bon l'an dernier, sa descente aux enfers cette année était imprévisible, mais surtout étonnante. Mais honnêtement, tu sais, on va pas critiquer un gardien de foot là comme on critique un gardien de hockey. Un gardien de hockey, il y a 40 arrêts à faire, il
il y en a des arrêts qui va mal faire. On peut vraiment critiquer puis décortiquer. Mais Bush, là, sur ces buts-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, mais honnêtement, là, il a fait assez de miracles, là. Jesus Bush, là, que je pense que ça va aller. Je trouve que Bush, là, il sauve la saison de l'Impact, là. C'est lui qui les gars. Et comme beaucoup de joueurs, mais c'est un des facteurs clés. Non, c'est pas un sujet pour 2018, puis c'est probablement pas un sujet non plus pour l'année prochaine parce qu'il y a tellement d'autres priorités. Tout à fait. Des chantiers assez immenses à régler. Ils vont avoir besoin de toute leur énergie. J'aimerais bien que Bush finisse sa carrière à Montréal. Je trouve que ce serait bien. Oh, et puis l'Impact, on fonctionne à peu près avec un staff de 2-3 personnes qui recrutent, c'est tout, là. Pas comme ils prennent toute leur journée pour se trouver l'attaquant puis le milieu offensif, là, puis qu'ils laissent travailler Bush. faut garder Bush travailler avec Joel Batts, là. Puis non. Nilton, est-ce que tu as une explication pourquoi Silva a été sorti? Celle qu'on a entendue ou la mienne? La tienne. J'ai même pas ce qu'on a dit sur ça. Mais moi, j'ai une opinion sur ça, mais j'ai pas lu ce qui s'est dit sur ce changement-là, mais la tienne. Perso, je ne la comprends pas. À part une blessure qu'on ne nous dit pas, hypothèse, c'est pas une blessure. Disons que c'est pas une blessure. Il a vraiment été... Pourquoi on l'a rentré? Merci pour l'émission. C'est tout bon. C'est dur, hein? Est-ce qu'il était obligé de faire rentrer Vargas? Puis c'était le seul qui était obligé c'était le seul qui pouvait retirer? Je sais pas. Pourquoi sortir? Moi, j'ai trouvé ça bizarre, hein? Comment que à l'écran, on voyait Silva rentrer sur le banc, serrer la main de tout le monde de façon froide un peu, puis j'ai un peu de difficulté à comprendre l'utilisation de Silva depuis le début. Sincèrement, là, j'ai pas de réponse. Il va falloir que j'en trouve une, hein? Un jour, si on me la pose. Mais j'ai l'impression que peut-être que Garde a tellement d'attentes envers Silva que dès qu'il voit que ça marche pas, bon, c'est fini avec toi, j'arrête. Hop, next. J'ai Vargas, il va provoquer quelque chose. Peut-être c'est un choix tactique que Vargas offre autre chose que Silva. Parce que peut-être ils n'ont pas besoin d'un gars qui va faire le 100 mètres. Aller-retour, ils ont besoin d'un gars plus proche de la surface. Avec une qualité de passe qui est supposément bonne, mais on l'a jamais vu avec Vargas, à part sur les corners. Donc, on se dit, c'est peut-être par rapport à ça. Mais j'ai l'impression est-ce qu'il y a du love and hate entre Silva et Garde? Je ne sais pas. Mais je suis pas sûr que ses attentes envers lui sont assez hautes. Par rapport à son expérience, son âge et sa qualité. C'est mon feeling que peut-être c'était un truc, ok, bon, j'ai besoin de changer quelque chose. Silva, ça me fait moins mal de sortir Silva qu'autre chose. Il va pas sortir Azira au pied, il a besoin de milieu défensif. Tyler, c'est le seul joueur qui est capable de porter le ballon sans le perdre bêtement à chaque fois. Même s'il le fait. Amareko vient de rentrer, donc, il a quand même fait, honnêtement, là, pour dire comment le banc est pourri, il a quand même juste fait 2 changements. Ouais, ça, c'est devenu un classique. Et personne n'en parlait. Personne n'a parlé de ça. On est tannés nous-mêmes d'en parler. Non, mais sérieusement, peu importe la raison, là. Disons que il aime pas ce qu'il fait sur le terrain, il respecte plus ou moins les consignes de Rémi Garde, etc., etc. Mais c'est quand même l'option qui se retrouve sur le banc pour le remplacer. C'est quelqu'un qui va probablement encore moins respecter les consignes et qui va encore moins réussir ce qu'il va faire. Jason Vargas. Nathan, sans être méchant, je ne sais pas quelles sont les consignes pour Jason Vargas. Comment t'as dit ça? Sans être méchant envers Vargas ou Rémi Garde, je ne sais pas quelles sont les consignes qu'on donne à Jason Vargas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. On lui dit de faire quoi exactement à Jason Vargas? Non, mais ce silence explique tout. On lui dit de faire quoi exactement? À part quelques matchs où on voulait qu'il joue entre les lignes, qu'il soit un joueur qui fait du surnombre, une sorte de faux numéro 10, on le voit de temps en temps. Ok. Je l'ai vu sur quelques matchs, mais à part ça, c'est quoi l'histoire de Vargas, honnêtement? Il passe où, ce fameux numéro 10 top MLS? Il est où? On combine un fameux numéro 10 avec un attaquant qui ne marque pas, avec un milieu offensif qui n'existe pas, et vous avez des attentes de haut niveau? On parle de quoi alors exactement? Et pour dire, ok? Par exemple, si on fait la comparaison entre des postes, ok? Je t'écoute et je suis découragé. On est d'accord que Altidore est un attaquant pointe.
Mancuso aussi est un attaquant de pointe. On est d'accord qu'ils jouent le même poste. Mais ils font clairement pas le même métier. Ça, c'est pour donner une comparaison. Osorio, on sait ce qu'il fait sur le terrain. Vargas, je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain. À un moment, il y a trop de joueurs. Il y a des joueurs, pas trop de joueurs. Juste Mancuso et Kroliki. Olaf Kroliki, juste troisième milieu de terrain qui n'a pas de nom. Et Mancuso, juste ces deux joueurs-là qui sont titulaires, qui sont pas capables de changer le cours du match, ou d'avoir un impact sur le match. Et un enjeu de Vargas. On a mis beaucoup d'investissement en termes d'argent et de place. Oublie l'argent, c'est pas mon argent, je m'en fous. Mais à la fin, on fait quoi avec ça? Ouais, mais c'est important parce que ça fait en sorte que tu peux pas avoir de solution de plan B comme avant parce qu'il te reste plus d'argent là. Exactement. Et que Oduro il est nul, mais Vargas il est bon. Ok, chacun sa logique, c'est parfait. Mais voilà, il faut arrêter de raconter des bêtises là, ou de le prendre pour des idiots. Juste, voilà, on voit que Vargas ça fait n'importe quoi. Peut-être l'an prochain il va être bon, mais cette année, je sais pas ce qu'il fait. Il va être excellent au Chili là, mais je ne connais pas le métier de Vargas. Je ne comprends pas sur son rôle. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et dans un club professionnel de division 1, c'est pas normal. Tu sais, c'est sûr qu'on va poser la question à Rémi Garde cette semaine. Pourquoi avoir sorti Silva? Je ne sais pas quel genre de réponse qu'il va nous donner. Tu sais, des fois, Rémi Garde n'aime pas se faire poser des questions tactiques. Là. Il n'aime pas qu'on le questionne puis qu'on le challenge un peu. C'est un peu dommage parce que perso, je ne comprends pas. Puis je l'avais tweeté pendant le match. Je comprends pas sa sortie. Tu sais, pendant le match, on a dit que Silva avait perdu beaucoup de ballons, que c'était normal. Tu sais, oui, OK. Mais à la place, tu sais, les 30 dernières minutes, tu avais le choix encore entre les pertes de ballon de Silva et qu'est-ce qu'il y avait sur le banc? Il y avait jamais de Chaume, c'est tout. Il y avait rien. On était quand même. Il y avait encore plus de possibilités d'aller récupérer un point avec Silva sur le terrain que n'importe qui sur le banc. Non, c'est vrai. C'est incompréhensible. Donc, oui, c'est légitime de poser la question, mais pas à moi, parce que je suis pas capable de la défendre. T'sais. Cette question-là, il va falloir qu'il nous l'explique. Pourquoi Silva est sorti dans ce match-là? J'espère, puis j'espère que non en même temps, que c'est à cause d'un pépin qu'on connaît pas, un pépin physique ou whatever, là, qui voulait l'épargner. C'est bizarre. Bon, sur ce, l'émission s'arrête sur cette bonne note positive. Merci tout le monde. Merci Nilton. Ça, c'était positif? Ouais, super positif. Merci Nilton d'être à ce excellent épisode. Si j'ai bien calculé, c'est l'épisode numéro 340 du CanFC. Vous écoutez l'édition Couscous Piri Piri. Sofiane, Nilton. Merci Nilton. Merci tout le monde. Puis à la prochaine. Yep, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.